Konaté qui était derrière Dadis. Les De Gaulle, paix à son âme. On a fait le tour de la ville. Le monde. Appréciation. Changement de pouvoir. Peuple de Guinée. Chaque fois ils applaudissent. Chaque fois ils disent non. Ah, ce sont eux qui disent oui, président, président. Après 2 mois, 3 mois, on ne veut plus de toi. Ah! Le monde était sorti. On était fiers. Nous, on a confiance au président. C'est un universitaire, économiste. Il était maintenant à la base. Il est acquis. Ce n'est pas à nous de le dicter. Il faut nommer tel ici, il faut nommer tel ici, il faut nommer tel ici. Il y avait des nominations maintenant. Ministre de conflit. La justice est là. Vous nommez une autre justice à la présidence. Terrain domanial. C'est Issa. Quelqu'un qui n'a même pas de niveau. Excusez-moi. Il ne connaît pas le droit. Il fait la justice. Voilà le début de la défaite du pouvoir. On ne veut pas tout en même temps, mais faire peu qu'on apprécie. Que ce soit consolidé. Toumba est du camp. Bon, Dranko même, on ne l'avait pas nommé. Je me souviens. Les nominations sont tombées, il n'a pas vu son audio. Ah, non. On a fait là. On a travaillé, mais on n'a rien eu. Bang, bang. Le président Moussa Dadis reste dans son bureau, il calcule, il dit, il met une idée du ministre chargé de la sécurité présidentielle. Mandjou, écris. Ah, lui, ça c'est quel poste? Il va commander qui? Et Granco veut se faire garde-corps. Parce que quand le président veut sortir, c'est le ministre de la sécurité présidentielle qui doit le garder. Ou bien c'est la garde présidentielle. Le ministre, c'est un bureaucrate. Le ministre ne peut pas être garde-corps. Voilà le début du conflit que lui-même il a créé à son sein. Dans son organigramme. Il faut être clair. Moi, je ne suis pas... J'ai les niveaux. Hein. Je suis bien réfléchi. Et je peux même diriger l'État. Ministre, ça c'est de la garde présidentielle. Ministre de la sécurité présidentielle. Quelle sécurité? On nomme cet homme. Lui, il a un bureau. Il fait tout là-bas. Tu as ton aide du camp. En sortant, c'est ton aide du camp que tu appelles. Vous sortez. Avec ses subordonnés. Alors, durant les 2 mois, 3 mois, bon, ça partait maintenant, inclinaison magnétique. Il n'y avait plus de compréhension. Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une garde autour de lui, familiale. Donc, c'est comme ça le pouvoir est venu. C'est-à-dire, c'est devenu président. Et nous, on avait confiance en lui. Celui qui devait être d'accord avec les leaders. Pour pouvoir, parce qu'on a dit, vous prenez le pouvoir, vous organisez les élections. Quand vous organisez les élections, si vous devez vous présenter, pour une 2e fois, venir au pouvoir, là, vous venez maintenant en tant que civil. Mais dans le show, là, si vous essayez de vous présenter candidat, alors, ça serait mal vu devant le peuple et l'opinion internationale. Donc, c'est un pouvoir de vacances parce que l'Assemblée nationale n'était pas légitime à prendre le pouvoir parce que leur mandat de légalité était épuisé. Donc, il n'y avait plus l'Assemblée légale au niveau du peuple, de la Constitution. Donc, quand vous venez vous organiser le petit temps que vous faites, même dans 1 an, vous pouvez organiser les élections et vous ôtez la tenue, vous révérez. Le pouvoir, c'est la stratégie. Tu peux donner le pouvoir à un de tes petits.
il organise comme Poutine, tu reviens. C'est très simple. Mais si vous cherchez à rester au pouvoir et que le peuple n'apprécie pas, mais s'il y a quelque chose, vous êtes responsable. Alors, voilà l'organigramme de cet événement qui est trop à dire. Je vais me limiter là pour ça. S'il y aura des questions sur ça, je suis prêt à répondre. Le régiment. Qu'appelle-t-on régiment? Je ne détaille pas. Je suis un militaire. Mais le régiment, c'est l'ensemble de plusieurs bataillons. Chacun a des Google là-bas. Tu peux taper un bataillon, faire combien de... Un régiment fait combien de bataillons? Donc, il y a plusieurs unités. Des corps différents, des fois. Comme le Calfaï entier est un régiment. Il y a l'artillerie, il y a Bata, il y a Rémia, il y a bataillon char. Sont commandés par les bataillons. Les bataillons sont dans... Donc, ces différents bataillons réunis font un régiment. Donc, à la présidence, il y avait soi-disant régiment. C'est-à-dire le groupe des Rangers qui vit déployer dès la prise du pouvoir à Conakry. Pourquoi c'est là? Pourquoi on a ramené tous les Rangers? Pour ne pas qu'une autre personne puisse utiliser ce groupe face à vous. Ramenez-les. Les Chinois, ramenez-les. Ceux dons de Conakry qui ont aidé le pouvoir sont avec vous. La garde de Koundara, et ceux qui sont Kamakambo, Kamakambo Koundara, Tombo, on parle maintenant du J à 36. Donc, tout ceci était rattaché à la présidence. Mais il y a une garde permanente qui font tout le rôle de garde. On ne peut pas, même si une personne, quel que soit tes commandos, tu ne peux pas faire 48 heures de garde sans être épuisé. Il faut le tour de rôle, il faut que vous vous changez. Chacun connaît, demain je dois descendre. C'est-à-dire le service militaire est géré de façon régulière et contrôlée. Si tu ne viens pas, on te punit. On te sanctionne. Donc c'est comme ça. Donc la garde du salon était là pour ça, uniquement pour le président. La garde, quand les ministres viennent, quand elles viennent, ce n'est pas eux qui font réellement la garde du président. Parce qu'il y a la garde rapprochée, il y a la garde éloignée. La garde éloignée, ce sont eux qui empêchent toute éventualité contre vous. Prenons un exemple, même si on est assis ici, s'il n'y a pas une garde parallèle à côté, quelque chose arrive ici, ils vont venir nous ramasser ici. Mais il faut d'abord se cruiser de lointain pour vous informer, voilà telle situation. C'est les vrais gardes, la garde éloignée. Donc, ces hommes étaient là pour ça, dans les différentes positions. Mais qui étaient commandés par le président. Il ne faut pas marcher dans la boue. Le président ne peut pas dire qu'il n'était pas commandant du régiment. Il n'a pris aucun acte pour nommer un commandant du régiment. Le commandant du régiment, à l'époque, Aïda, que les victimes ont cité ici, Sarr Alphonse, qui est colonel actuellement, ont failli, il faut se dire comme ça, il fut suspendu. Le colonel Ador même fut arrêté. Comment le président peut dire que les Aïdor ont été arrêtés, ils n'étaient pas au courant? Mais ça fait mal à la tête. Un chef d'État, on arrête quelqu'un qui n'est pas au courant, un grand chef que tu as nommé. Quand on arrête quelqu'un que tu as nommé, c'est que tu es responsable, c'est toi-même qui as donné l'ordre. C'est une faiblesse alors. Moi, président de la République, je nomme quelqu'un à un poste, j'entends qu'on l'a enlevé par décret, je te dis non. Qui a signé? Qui vous a dit de l'arrêter? Ramenez-le. C'est ça un responsable. Mais il ne faut pas camoufler pour
pour modeler, je ne sais pas, comme les potiers. Non, on n'est pas là pour construire un pot. C'est lui, il faut se dire la vérité, qui a instruit qu'on arrête les gens. Parce que, il faut se dire la vérité, Aïdoba et Alphonse, il me connaît, il est colonel, il fait le service, l'autre est décédé. Il n'était pas là dans l'esprit du commandement. Il fallait les arrêter. Mais c'est ça. C'est tout. Donc la responsabilité du commandement fut revenue au président de la République. Celui qui entretenait le régiment. Celui qui donnait de l'argent au régiment. Et chaque vendredi, chacun au moins avait les cases courtes, les dépenses. Je ne rentre pas dans ça. Parce que si je vais parler tout, mes amis militaires qui m'écoutent, mais Marseille, il est devenu fou. Hein. Il faut être stratège. Alors, ça c'est le régiment. Donc on cesse de dire ici que tel est commandant du régiment, tel est adjoint. Le président d'Addis est le commandant du régiment commando, soi-disant. Parce qu'en Guinée, je n'ai jamais vu de régiment. Non, ça n'a jamais été créé. Si le mot là est sorti, c'est le président d'Addis. Il n'y a jamais eu un acte qui prouve que telle personne, le voilà, commandant du régiment. Les gens travaillaient en fonction du programme du président. Ok. Monsieur le Président, ma nomination de sous-lieutenant, c'est très important. Lorsque il a fini de distribuer les postes à qui il voudrait distribuer, notre jour de départ pour la Russie est arrivé. C'était maintenant au temps de CNDD. Mon ami est venu, m'a donné mon passeport, mon billet d'avion, mes frais de séjour du petit temps. Donc, je me suis habillé dans ma veste pour le voyage. Ma malchance est sortie où? Le fait que j'ai eu l'initiative. Je ne peux pas aller à l'Union soviétique sans aller dire au revoir au président. C'est là-bas que tout a été. Sinon, je pouvais monter dans l'avion, aller, il ne pouvait pas être au courant. J'ai porté ma veste, j'ai laissé ma valise à la maison parce que je suis logé au camp, à la cité Panival, à 600, presque à 1 km, parce que le camp Al-Faya a fait en tout 3 kilos. 3 km. Je suis parti le voir, il était assis derrière son bureau. Le journal Sekouba Konaté était assis. Dès qu'il m'a dit, ah, Martin, tu as un veste comme ça là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, Monsieur le Président, je suis venu vous dire au revoir. Nous devons bouger dans quelques heures pour l'Union soviétique. Il me dit, ah, la bourse, c'est sorti maintenant, non? J'ai dit, oui, c'est sorti. Ah, ok. Est-ce qu'ils ont bien fait votre passeport? J'ai dit, oui. Ça va avec toi? J'ai dit, oui, mais fais-moi voir. Il prend mon passeport. Il tire le tiroir, il met dedans et ferme. Tu ne vas pas? Quand tu vas, qui va nous aider ici à travailler? Tu ne bouges pas. Mon ami, un tigre. Et aussi, bon, Monsieur le Président, c'est vrai. Petit, si tu ne fais pas attention, voilà, on va annuler même pour tes amis. Parce qu'on était 15. Voilà. Ou bien, Monsieur le Président, on est au pouvoir, ou bien on n'est pas au pouvoir.
Moi-même, j'étais arrêté, je ne sais même pas où je suis. J'ai dit, mais qui m'a poussé de venir devant les deux personnes-là? Parce que c'était des vrais amis. Ils m'ont bloqué. Je ne suis pas parti. Entre-temps, ils sont en train de me dissuader. Le commandant Touma, lui, il rentre. Touma! Marcel va aller. Marcel va aller. Lui aussi, il s'ajoute, ah, Marcel, tu sais, si tu vas, bon, tu connais, bon, moi, tu vois, il faut rester. On va voir, après 1 mois, 2 mois, tu vas aller faire tes cours. Ils sont en train de me mélanger comme ça, là. Ah, l'avion, c'est l'air. On ne va pas t'entendre. L'avion a bougé. Moi, je ne suis plus parti. Je suis à la présidence sans poste. Toumba, c'est un ami. On a travaillé ensemble. S'il monte, Marcel monte. S'il descend, je descends. Il occupait la première étage, j'étais à la deuxième. Donc, pour mettre un entre parenthèses, c'est l'affaire de Fromo. Quand on a posé une question au président, Fromo, on n'a qu'à envoyer Fromo. Comment on va envoyer Fromo? C'est ton Fromo? Fromo, c'est un féticheur. Ce n'est pas un marabout, c'est un féticheur. Et chacun de nous sait ce que c'est qu'un féticheur. Nous sommes africains. Moi, j'ai vu Fromo pour la première fois à Sonfonia, sous la conduite du président Moussa Dadis Camara, avant même le décès du feu général Lansana Conté. Parce qu'il fallait partir à Sonfonia ce jour, guidé par le président Moussa Dadis Camara, pour nous préparer à l'avance. Donc, nous avons pacté. Ça veut dire quoi? Nous avons juré. Et chacun de nous, nous sommes africains. Quand tu jures, tu prends un fétiche. Tu jures, quand je serai comme ça, c'est ce que je vais faire. Si tu ne fais pas, les conséquences, tu en es responsable. On a pacté d'être au chevet du président partout où il est, ou partout où il sera. De le protéger, de ne pas le trahir. On a juré d'abord ça. Il dit, Le président Dadis était là. Le commandant Toumba était là. J'étais là. Escoba, même le commandant du salon était là. Escoba. Escoba a pacté, c'est pourquoi il est l'un des grands combattants pour l'avènement du président Dadis au pouvoir. Le président Dadis le connaît. Il ne parle pas français. Hein. Son français, c'est français. Voilà. Mais c'est un grand homme. On a pacté. C'est un grand combattant. Il était présent d'aider le président partout où il est. C'est la raison à laquelle d'ailleurs il fut nommé commandant du salon. Donc, on a aussi pris des choses contre des éventuelles attaques des ennemis qu'on appelle antiballes. Je vais parler de la garde parallèle. C'est eux qui ont exécuté les ordres du président pour le stade 28 septembre. Quand on veut définir la garde parallèle, ce sont des hommes qui soient militaires ou civils
que quelqu'un ou un individu étant une autorité met en place pour ses propres missions secrètes pour exercer son pouvoir en se camouflant, elle peut être bonne ou mauvaise. Mais cette garde parallèle ne peut pas conjuguer le même verbe avec la vraie garde visible au vu du peuple. Parce que la garde parallèle, le chef d'État les utilise pour ses faits, ses propres besoins. Monsieur le président du tribunal, après tous les efforts fournis, sans aucun poste, sauf le commandant Toumba qui m'aidait, il avait pitié de moi. Je sais même qu'il m'aime toujours. Parce qu'il ne m'a jamais vu sur un mauvais chemin. Tout allait au début, depuis le 2 à 3 mois du pouvoir. Mais moi, personnellement, j'ai vu et j'ai constaté que j'étais écarté de beaucoup de choses. Mais il ne m'osait pas. J'ai gardé la patience et resté derrière Toumba, qui était aide du camp. Partout où il partait, j'étais avec lui et les gens ont vu qu'on était très d'accord. Monsieur le Président, pour ne pas tourner autour du pot, le président Dadis a formé sa garde parallèle que moi-même j'ai constaté que je vais les nommer. Monsieur Joseph Makambo, paix à son âme. Il fut nommé chargé d'opération du président de la République. Qui dit chargé d'opération? Il faut être muni des armes. Qui commande. Tu as des personnes autour de toi que tu vas donner des ordres. Et à M. Gono Sangaré, intendant particulier du président Dadis, qui d'ailleurs avait la charge de l'entretien des jeunes de recrues de Kaléa. Et toute espèce et homme secret du président. C'est Gono. Il n'est pas là. Hein? Gono a quitté le pays, ça fait plus de 13 ans. Parce qu'il sait ce qu'il pouvait l'atteindre. On fut arrêter le même moment. Et ils ont eu la chance, par un plan Machiavel, les soutirer parmi nous, les libérer, et il a taillé. Il a utilisé le terrain. Jusqu'à présent, le terrain est utilisé. Il y a M. Théodore qui était permanemment à Ouaga avec le président. Au Burkina, il était avec lui. Où il est? Il a taillé. Il y a le commandant du camp Koundara que le général Sekba Konaté a renommé Camp Makambo. Était dirigé par M. Béguéré. Il n'est plus dans ce monde. Paix à son âme. Mais monsieur le président du tribunal, c'était un homme barbare. On ne peut pas mentir sur un corps. Celui qui est décédé. C'est un ami militaire, avant tout. Mais il était barbare. Aucun de ces éléments ne pouvait lui parler.
Je lui ai reproché en disant, quand il est venu un jour à la présidence, il dit, Begré, tu viens maintenant à la présidence sans me saluer au moins. La réponse qu'il m'a donnée, moi j'ai été nommé par le président de la République. C'est lui seul que je peux lui rendre compte. Tu es quoi? En me disant avec un ton sec. Et il était dans un état incontrôlé. En plus, il a ajouté, quel poste que tu as? Que je vienne te saluer. C'est le mot-là qui m'a fait mal, très mal. Je lui ai cherché auprès de moi. Et lui aussi, il n'a pas retardé. C'est ce qui a fait d'ailleurs, je ne parte plus au camp Makambo. La preuve est que, Monsieur le Président, Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français, Monsieur le Président. Quel est votre nom? François-Lucien Nifal. Vous avez quel âge? Je suis 13 ans. Où vous êtes né? Je suis né à Dabola. Quelle est votre profession? Je suis diplomate à la retraite. Où vous êtes domicilié? Domicilié à Kobaya, Monsieur le Président. Alors, veuillez dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal criminel, me tenir devant vous ce matin au titre des parties civiles pour le procès du massacre du stade du 28 septembre revêt pour moi une très grande importance. Comme toutes les victimes de ce drame, j'ai attendu 13 années. Durant ces 13 années, j'ai souhaité vivement qu'il y ait un procès. Aujourd'hui, c'est chose faite à la faveur des changements intervenus dans notre pays le 5 septembre 2021. Je me tiens devant vous, Monsieur le Président, non pour accuser une personne, je tiens à le préciser. Je viens ici pour témoigner. Je ne suis pas là non plus pour disculper une personne, ni pour accuser, ni pour disculper. Je tiens à insister sur ces deux termes. Je viens ici aujourd'hui pour plusieurs raisons, Monsieur le Président. D'abord par devoir envers toutes les victimes de ce drame, des centaines de femmes qui ont été violentées, des centaines de personnes qui ont été assassinées, des milliers de personnes qui ont été blessées au cours de ce drame. C'est pour cela que je suis venu. Et je suis ici par devoir, je l'ai dit, parce que je considère cela comme une obligation. Il était de mon devoir de venir ici dire à ce tribunal ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que je me tiens devant vous. Vous me permettrez, Monsieur le Président, avant de vous donner le film de la journée du 28 septembre, de cette journée funeste, vous me permettez de faire un petit retour en arrière. Et comme vous le savez, Monsieur le Président, au lendemain du drame du 28 septembre, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon,
avait dépêché une mission d'enquête internationale à Conakry. Cette mission était conduite par un éminent juriste africain, M. Bedjaoui, Mohamed Bedjaoui, qui a séjourné ici à Conakry et qui, à son retour à New York, a fait rapport au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Et dans ce rapport, la mission estimait que les crimes qui se sont passés à Conakry au stade du 20 septembre étaient des crimes d'une gravité, d'une très grande gravité. Et la mission a qualifié ces crimes de crimes contre l'humanité. Et c'est à ce titre que la Cour pénale internationale a été choisie, a été saisie. Et la Cour pénale saisie, elle a ouvert une enquête préliminaire. Et à la faveur de l'élection présidentielle de 2010, le gouvernement issu de cette élection a décidé, au titre de la complémentarité, d'organiser ce procès ici à Conakry. Vous me permettrez, Monsieur le Président, puisque je parle du statut de Rome, vous me permettrez de vous en parler parce qu'en 1998, j'étais à Rome. J'étais le chef de la délégation guinéenne à la conférence diplomatique qui a négocié et qui a adopté le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. J'étais le chef de la délégation, j'étais accompagné par le procureur Yves Aboli. Pendant 3 semaines, les plénipotentiaires ont passé en revue toutes les questions relatives aux grands crimes qui étaient commis un peu partout dans le monde, dans la région des Balkans et surtout en Afrique. Nous avons défini ensemble les crimes qui devaient relever de la compétence de cette nouvelle juridiction internationale. C'est ainsi que nous avons retenu les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide, et plus tard, par la conférence des États parties, on a ajouté les crimes d'agression, qui avaient donné d'ailleurs lieu à beaucoup de discussions pour leur définition. Mais finalement, les crimes d'agression ont été admis. Mais au cours de cette conférence diplomatique, il est évident qu'il y avait des questions importantes dont il fallait parler, notamment la responsabilité des chefs d'État et des chefs des armées, qui, par le passé, évoquaient leur immunité pour se mettre à l'abri lorsque ces crimes étaient commis. Les plénipotentiaires ont estimé que, vu la gravité de ces crimes, cette immunité ne pouvait en aucune manière être évoquée. Nous avons donc écarté l'immunité des chefs d'État et des chefs de guerre, les rendant responsables au titre de commandement chaque fois que ces crimes sont commis sous leur autorité. La Cour, ou du moins les plénipotentiaires, ont clairement indiqué ce que le statut de Rome retenait sur cette matière. Nous autres délégations africaines, parlant de la saisine de la Cour pénale internationale, nous n'avons pas voulu laisser cette saisine au procureur de la Cour qui pouvait faire la saisine ex officio. Nous l'avons tous admis, ni au Conseil de sécurité qui est garant de la sécurité, la paix et la sécurité du monde. Nous avons estimé qu'il fallait donner une certaine protection pour nos États. C'est dans ce cadre que nous avons insisté pour que la notion de complémentarité soit incluse dans le statut de Rome. En d'autres termes, que chaque fois que ces crimes sont commis dans un pays, la responsabilité première revient à ce pays de décider d'organiser le procès sur son sol. Et cela nous mettait à l'abri de tous les abus. Et cette notion de complémentarité, pour nous, était la pierre angulaire qui nous a permis d'accepter le statut de Rome. Et c'est au nom de cette complémentarité que le gouvernement de 2010, après les élections, que le gouvernement guinéen a demandé l'organisation de ce procès en Guinée. Malheureusement, cela a pris 13 années, je dirais très longues années. Certainement qu'il n'y avait pas suffisamment de volonté politique, mais nous autres victimes
nous n'avons jamais cessé de le faire. J'ai dit tantôt que je le fais par devoir. Je le fais aussi en apparaissant devant vous par solidarité. Solidarité à l'égard de l'autorité de la commission qui s'occupait justement de la protection des victimes. Et je voudrais saluer ici la présence de Mme Asmaou Diallo et saluer sa persévérance et son courage dans une atmosphère de quasi-indifférence. Et personnellement, pendant ces 13 années, plusieurs personnes ne me croyaient pas quand je leur parlais de ce qui s'est passé au stade du 26 septembre. Plusieurs personnes ne pensaient pas qu'on pouvait violer des femmes en pleine journée. Plusieurs personnes ne croyaient pas qu'on a tué des centaines de personnes au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, j'y étais. J'étais au stade aux côtés de mes autres compagnons des forces vives. Je ne voudrais pas revenir sur les préparatifs de cette journée. Notre collègue qui est passé avant moi et qui était le président de la commission d'organisation vous a fait un exposé exhaustif des préparatifs de cette journée du 28 septembre que nous avions choisi pour les raisons qui ont été déjà largement évoquées et qui correspondaient à notre vocation de dire non à la candidature des membres du CNDD ou du gouvernement conformément aux engagements qu'ils avaient librement pris devant le peuple de Guinée, devant la classe politique guinéenne, devant la CEDEAO, l'Union africaine, la francophonie, les Nations unies et tous les partenaires internationaux de la Guinée. Il était évident que le CNDD s'était engagé, après la prise de pouvoir, à organiser rapidement des élections démocratiques pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Il s'était engagé à ne pas être candidat. Mais à notre grande surprise, nous avons constaté plusieurs faits qui nous ont montré que c'était des manœuvres préparatoires pour préparer le terrain à une candidature des membres du CNDD, ce à quoi nous étions fortement opposés. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser ce meeting, un meeting pacifique. Il est évident qu'on nous avait, on vous l'a déjà dit ici, que nous n'avons pas eu de retour pour organiser à l'intérieur du stade que nous avons choisi comme lieu de la conférence, mais nous n'avons pas eu non plus d'opposition pour organiser sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Le matin du 28 septembre, donc, j'ai reçu à mon domicile les principaux responsables de mon parti. Mais auparavant, Monsieur le Président, je tiens à souligner que toutes les réunions des forces vives, pendant au moins une dizaine de jours, nous avons tenu des réunions régulièrement, en pleine journée, au siège de mon parti à Taouya. C'est là où les forces vives se réunissaient. Et nos réunions étaient publiques. Nous savions que nous étions infiltrés par les éléments du gouvernement, mais comme il ne s'agissait pas d'un complot, nous avons tenu les réunions en pleine journée, les portes ouvertes et dans un espace largement ouvert. Et nous avons communiqué sur les radios locales pour appeler nos militants, pour dire à tous les Guinéens que les forces vives étaient opposées à la candidature des membres du CNDD à une élection. Nous avions constaté aussi qu'on avait inversé l'ordre des élections, puisqu'il était prévu d'organiser des élections législatives et ensuite des élections présidentielles. Par des manœuvres par un comité ad hoc qui avait été mis en place, l'ordre des élections avait été renversé et ils avaient mis l'élection présidentielle avant l'élection législative. Ce que nous redoutions à l'époque, c'est ce qui s'est produit malheureusement en Guinée. Après l'élection de 2010, il nous a fallu 3 ans, 3 années de douleur pour pouvoir organiser des élections législatives. Parce que nous qui étions en faveur de l'élection législative avant les présidentielles, nous savions que pour avoir des élections justes, il fallait mettre en place d'abord un Parlement qui aurait donné une image plus réelle des partis politiques sur le terrain et qui correspondait à une espèce de proportionnel. Et que nous savions aussi qu'une fois qu'on aura le Parlement
le chef d'État qui sera élu ne serait pas capable de manipuler les élections pour nous donner un Parlement. Malheureusement, ce schéma n'a pas été respecté et les manœuvres du comité ad hoc ont donc permis d'inverser lors des élections pour choisir la présidentielle avant les législatives. Donc c'est un ensemble de situations qui nous ont donc amené, Monsieur le Président, à dire qu'il fallait que les forces vives fassent entendre leur voix. On vous a parlé de la visite du président Wade, on vous a parlé des réunions des élus qui avaient été convoquées, nous avons vu les images à l'époque, on vous a parlé de la visite du vice-président du CNDD à Massanta, vous avez écouté son discours de campagne à Massanta, on vous a parlé de l'abbé, de Frigia, et moi-même j'étais à Kankan quelques jours avant le 28 septembre, j'ai vu les manœuvres qui étaient en place pour préparer la visite du président du CNDD à Kankan. Donc le dispositif était en place, c'était clair que le CNDD se préparait à participer aux élections, ce qui était contraire à tous les engagements qui avaient été pris. Et malgré tous les efforts déployés par le groupe international de contact qui avait été mis en place et qui comprenait les Nations Unies, la CEDEAO et l'Union africaine, le CNDD n'a pas reculé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce meeting, pas pour créer des troubles dans le pays. Nous avons voulu le faire dans un endroit protégé, en appelant l'ensemble de nos populations. Pendant des semaines, nous avons fait une campagne médiatique. Ce n'était pas caché, Monsieur le Président, parce que nous voulions montrer à la face du monde, en réponse à ce que le président Wade a déclaré ici à Conakry, que la majorité de la population guinéenne était en faveur d'une élection démocratique en Guinée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette date. Donc le matin du 28 septembre 2009, comme je le disais tantôt, mes militants se sont retrouvés à mon domicile très tôt le matin. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble dans une atmosphère de confiance et nous avons démarré ensemble pour aller vers le stade. Je me suis séparé de mes militants et militantes et je suis passé prendre mon collègue Sidia Touré à son domicile. Arrivé au niveau du stade, nous avons vu que le stade était déjà, l'exception a déjà été rempli de monde parce qu'il y avait déjà une première pluie fine le matin. Eh bien, le monde était déjà nombreux. Nous avons dû contourner, passer par l'Andrea pour rejoindre le domicile de notre porte-parole, le regretté Jean-Marie Doré à Donka. Nous étions les derniers arrivés, tous les autres collègues étaient présents. Et lorsque nous sommes arrivés, on nous avait informé qu'il y avait eu des problèmes au stade. Et Jean-Marie nous a informé qu'il attendait une délégation des religieux, mais compte tenu déjà de l'atmosphère vers sur l'esplanade, nous avons estimé qu'il fallait qu'on rejoigne nos compagnons. Parce que je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que durant les préparatifs, nous avions pris les engagements sur toutes les radios privées pour dire que cette fois-ci, les responsables, les premiers responsables seraient présents. Et parce qu'il était de pratique, moi, c'était la première fois que je participais aux activités politiques en Guinée, mais j'étais un observateur politique avant. Et j'avais constaté, comme tout le monde, que des manifestations violentes s'étaient passées en Guinée, mais que chaque fois qu'il y avait ces manifestations, les leaders étaient absents. Certains avaient pris les vols pour aller à l'extérieur et on envoyait les militants devant. Nous avions donc pris la décision que cette fois-ci, nous serions là, présents et devant nos militants. C'était une décision ferme et tous les premiers responsables étaient présents ce jour-là, à l'exception du président du RPG qui avait quitté Conakry quelques jours plus tôt. C'est ainsi que nous sommes partis du domicile de M. Jean-Marie Doré, situé à Donka, à pied. Nous étions tous là. Et lorsque nous sommes arrivés au niveau de la fondation Fondis, je crois que vous vous rappellerez, ce sera à peu près en face du 2 août et de l'université, c'est là où nous avons rencontré un peloton de gendarmerie qui était commandé par M. Moussa Kegoro Kamara. Il y a eu une longue discussion avec lui, lui souhaitant que nous puissions changer la date. Mais là où nous étions, nous ne pouvions plus changer de date, étant donné que des dizaines de milliers de militants étaient déjà réunis à quelques pas de nous. Il n'était plus question pour nous de retourner. Cela aurait constitué peut-être une trahison de notre part si nous n'avions pas rejoint nos militants qui étaient déjà massivement mobilisés.
Lorsque ces militants se sont rendus compte, puisqu'ils n'étaient pas loin, ils n'étaient pas loin de là où nous étions bloqués, lorsqu'ils se sont rendus compte que nous étions bloqués, il y a une foule nombreuse qui a convergé vers nous, qui a fait sauter le verrou. À partir de cet instant, Monsieur le Président, nous n'avons plus, nos pieds n'ont plus touché le sol. Nous avons été pris en triomphe par nos militants. C'était des dizaines de milliers de personnes portées en triomphe vers le stade. Nous ne savons pas comment les portes du stade avaient été ouvertes, mais ce qui est sûr, nous sommes rentrés à l'intérieur du stade, portés en triomphe par cette masse, jusqu'à l'intérieur du stade. Nous sommes montés, nous sommes installés à la tribune. Tous les leaders étaient présents. Et l'atmosphère était une atmosphère des grands jours. Nos militants avaient pris d'assaut et les tribunes et les gradins. Je remarque, quand je me rappelle encore, ces jeunes en train d'entonner l'hymne national et d'autres qui s'étaient alignés sur la pelouse pour prier, faire 2 rakats de prière, pour remercier Dieu de nous avoir donné l'occasion d'être là et remercier Dieu également qu'il puisse bénir notre pays pour l'avènement de la démocratie en Guinée. C'était un grand moment, Monsieur le Président. J'étais là et je regardais ce spectacle avec beaucoup d'encouragement pour l'avenir de notre pays. À un certain moment, nous avons vu notre porte-parole faire son entrée par le portail de l'entrée des footballeurs. De là où nous étions, moi j'étais sur la première ligne et il y avait Sidi à ma droite, Selou Dalin, Bouakar Silla et ainsi de suite. Mais nous, notre position sur l'aile gauche était une position stratégique qui nous permettait de voir directement le portail d'entrée. Nous avons vu notre collègue Jean-Marie faire son entrée, ovationné par les jeunes. Et à son habitude, il était en costume cravate. Et les jeunes l'ont ovationné et nous étions contents que notre porte-parole ait décidé finalement de se joindre à nous. Aussitôt, nous avons entendu des crépitements d'armes à l'extérieur, suivis d'une grande nuée de gaz lacrymogène qui a envahi tout le stade. Le stade a été inondé de gaz lacrymogène. Nous étions à la tribune, mais de là où nous étions, on n'arrivait plus à respirer. C'était ma première expérience avec l'odeur ocre et sulfureuse du gaz lacrymogène. Les jeunes ont formé un cordon pour nous apporter, ils avaient des feuilles pour nous protéger justement contre l'effet du gaz lacrymogène. Je crois qu'ils en avaient l'habitude. Et donc, c'est en ce moment que la panique a gagné tout le stade. Les jeunes couraient partout. Les gens cherchaient il y a eu un moment de panique. Ces tirs à l'extérieur ont précédé l'entrée des soldats à l'intérieur du stade. Et ensuite, les militaires ont fait leur entrée. Et quand ils ont fait leur entrée, de là où j'étais, j'ai reconnu le commandant Aboubacar Sidiki Diakité parmi eux. Il était facilement reconnaissable. Je n'avais pas de relation personnelle avec lui, je ne l'avais jamais approché, mais tous les Guinéens le connaissaient parce qu'on le voyait toujours avec son regard sévère derrière le président du CNDD. Je l'ai reconnu, les militaires sont rentrés, les militaires ont commencé à tirer sur la foule qui était en débandade. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Monsieur le Président, une foule dans un endroit fermé, un enclos fermé, les portails tenus par les militaires, avec les murs hauts, des femmes, puisqu'il y avait beaucoup de femmes ce jour-là. Tous les militants, toutes les militantes des différents partis, tous les partis de Guinée étaient dans ce stade. La panique a gagné le monde. Les gens couraient partout. Ils escaladaient les murs, ils tombaient. Et j'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse quand les militaires tiraient sur eux. Sidia m'a demandé, il m'a dit, mais écoute, tu as vu, ils sont en train de tuer les jeunes. J'ai dit oui, effectivement, ils sont en train de tuer les jeunes. Je n'avais jamais imaginé que cela pouvait se produire dans mon pays. C'est en ce moment que nous avons vu le commandant Toumba monter les escaliers vers nous. Il est monté, arrivé à notre niveau. Il a dit, où sont les leaders? Nous étions déjà debout. Il y avait Joe Sidibé, le premier, moi-même, suivi de Sidia,
Cellou Dalein, Boubacar Silla, et ainsi de suite. Et dès que nous sommes levés, les militaires qui étaient derrière lui, que je reconnais comme étant le groupe de Marcel, je vous en parlerai tout au long de mon exposé. Ce groupe-là s'est emparé de nous. Nous avons reçu les premiers coups. Sidi a reçu un violent coup de gourdin ou de crosse de fusil sur sa tête. Le sang a jailli. Ensuite, j'ai reçu un violent coup. Je suis tombé sur les gradins, sur le coude droit qui s'est déchiré. Le sang, la douleur, je l'ai ressenti vivement. C'est ainsi que nous sommes descendus, tous les leaders qui étaient à la tribune. D'autres sont partis de la partie droite. Nous, on est descendus sur l'escalier de la partie gauche, toujours poursuivis par ces assaillants, jusque sur la pelouse. Arrivé sur la pelouse, j'ai vu notre collègue Cellou Dalein entre leurs mains. Il y avait au moins 5, 6 ou 7 militaires, ils étaient nombreux, tentant de l'étrangler, littéralement, le rouant de coups. Je l'ai vu entre leurs mains. Et pendant que nous étions arrêtés, j'ai vu Marcel asséner un violent coup sur la tête de Sidya Touré. Et puis, ce sera mon tour. Un violent coup de matraque sur ma tête, je suis tombé, Monsieur le Président. Je me suis relèvé tout de suite. J'avais senti un grand coup. Je me suis accroché à la ceinture de mon jeune et infortuné collègue du jour, Mokhtar Diallo. Je me suis accroché à sa ceinture. Mais comme mon aide de camp, mon garde-corps, un civil qui était avec moi, et qui était habillé comme les autres policiers, il portait un t-shirt noir, ayant vu ce coup violent sur ma tête, à partir de cet instant, celui-ci m'a couvert de son corps. Et moi, accroché à Mokhtar, Sidya devant, Mokhtar était déjà blessé à la tête, Sidya blessé à la tête, moi au coude. C'est en ce moment que Toumba nous a dit, il a essayé de dégager les militaires. Il ne pouvait pas. Difficilement, il nous a extraits et il nous a demandé de le suivre. C'est ainsi que nous sommes sortis du stade de l'intérieur du terrain de football et nous l'avons suivi, mais nos assaillants nous poursuivaient toujours. Arrivé au niveau du palais des sports, on a vu des militaires en train de déshabiller des femmes, en train de battre des femmes. Nous avons vu une femme presque déshabillée qu'ils tiraient vers le palais des sports. Et c'est ainsi que nous avons marché jusque sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Arrivé là, nous avons retrouvé notre infortuné porte-parole Jean-Marie Doré. Il n'avait plus sa veste.